Il s'agit ici des élèves de classe de 5e année de l'école Notre-Dame réunis autour de leur instituteur principal. Le but étant de s'exercer en se posant des questions d'éveil afin d'être prêts pour l'examen du certificat d'études primaires. Je suis là avec les élèves de 5e année pour chaque samedi matin les entretenir sur les leçons d'éveil de français et de mathématiques. L'éveil se fait essentiellement à l'oral, questions, phrases, réponses. Et les mathématiques, le reste à l'écrit. Donc parfois on commence dehors, comme vous voyez, les élèves, et puis après on rentre en classe pour les mathématiques et l'éveil. Ça consiste à préparer les élèves au certificat d'études primaires qui aura lieu dans 4-5 jours, le 5 juin. Bon, l'éveil, souvent, comme ils sont tellement jeunes, souvent on fait en classe. Les mathématiques, le français, ça va. Mais l'éveil, on est obligé d'étudier avec eux. Sinon ça va aller, ils s'en sortent. Pour ces élèves, ces moments de révision est une bonne occasion d'être mieux outillés. Parfois, les cours de rattrapage a l'air comme d'habitude. Normalement, on fait nos cours de rattrapage en classe, mais là, monsieur a décidé de nous faire ça à l'air dehors. On est venu ici samedi pour un peu nettoyer la cour de l'école parce que hier, c'était la fête de fin d'année. Après, le maître a dit que comme on a terminé de nettoyer la cour de l'école, on se pose des questions de géographie et d'éveil. Le rendez-vous est fixé pour ce jeudi 5 juin, date du déroulement de l'examen du certificat d'études primaires. À quelques jours de la tenue des examens de fin d'année, l'Église catholique a organisé une messe d'action de grâce dont l'objectif est d'accompagner les candidats dans la prière, mais aussi pour accompagner d'autres élèves ayant déjà pris leurs vacances. Cette messe a deux objectifs. Le premier, c'est simplement une messe d'action de grâce pour terminer l'année scolaire. Et le deuxième objectif, c'est boucler les activités pastorales. Au cours de cette messe d'action de grâce, les élèves ont été invités à garder les mêmes réflexes et surtout invités d'autre part les parents à inscrire leurs enfants au cours des vacances. Le grand message, c'est la venue de l'Esprit Saint, tel qu'il vient pour éclairer nos lanternes, ce que nous n'avons pas bien compris et que pendant tout ce temps de vacances, que les élèves continuent à réviser ce qu'ils ont appris et que les parents aussi ne manquent pas, s'il y a cours de vacances, d'envoyer les élèves pour toujours aiguiser dans ce sens-là. Cette photo de famille est venue mettre fin à ce rendez-vous spirituel. État-major de gendarmerie départementale. A pignon sur deux provinces, la Ngoundé et la Niamba. Et c'est donc ici l'état-major de cette légion. Et dans cette légion, nous avons un groupement de gendarmerie mobile qui est commandé par le capitaine Mbega Ngema Serge et un escadron de gendarmerie mobile commandé par le lieutenant Mengwele Willy. Donc, le bâtiment dans lequel nous sommes abrite le service de la gendarmerie mobile. Jean-Robert Mabobé s'est ensuite rendu à la Direction Générale de Recherche, antenne provinciale de la Nyonga, brigade centre, avant de déposer ses valises à la région militaire terrestre sud. Nous avons des missions qui sont donc révolues à toutes les autres forces, à l'armée de terre notamment, donc assurer la sécurité des personnes et biens et des services comme tout le monde, mais également et surtout assurer ce que nous on appelle la DOT, donc la défense opérationnelle du territoire. À la prison centrale de Tubanga, le gouverneur de province est accueilli par une toute autre organisation, rehaussée par l'exécution de l'hymne national. Revue de troupes, suivie de la visite des structures.
commissariat de Tchibonga, le gouverneur de province est accueilli par le commissaire de la ville par intérim. Avant de faire le tour du propriétaire, bon à savoir de quoi sont composés les services de ce commissariat. Le commissariat, les antennes police judiciaire, les antennes police judiciaire et OCLAD. Et de l'autre côté, c'est l'antenne médicale. Place à la visite. Malheureusement, le constat est plus que désespérant. Les bureaux de ce commissariat se présentent sous la forme des petits magasins. Il y a encore beaucoup à faire. Par contre, dans les locaux de la police judiciaire, les agents ont du mal à travailler. Ils sont 11 à partager 3 bureaux. Avec le manque de climatiseurs, le travail n'est pas facile. À la direction du service de santé militaire, c'est la catastrophe. Pas de médicaments, seuls ces 3 lits façon comme on le dit au quartier, servent de décoration. Par contre, à l'antenne provinciale de la documentation, c'est le confort absolu. C'est ici où l'on établit le NIP. Les agents sont en plein service sous la prestation du gouverneur de province. Au regard du constat fait dans certaines unités de police, il ressort que la restauration de nos institutions doit passer par la construction des infrastructures modernes, ainsi pour améliorer la qualité des services de ces agents de l'État. À Khartoum, la capitale soudanaise, les rues restent encore largement désertes. L'armée nationale a repris le contrôle de la ville en mars dernier, mais celle-ci porte encore toutes les marques de la guerre et des pillages. Pourtant, une profession s'active déjà, celle des serruriers ferronniers. Pour des propriétaires absents, ils tentent au moins de fermer les portes et portails des maisons mises à sac. Ils sont à l'extérieur du Soudan et nous demandent un numéro de téléphone pour envoyer leur adresse, une photo de la maison, la rue qui y mène. Et nous y allons selon leurs indications. Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé sur 10 maisons, dont celle-ci. C'est grâce à Dieu que nous avons ce moyen d'existence. Beaucoup de serruriers travaillent, je ne suis pas le seul. Ce travail est une chance, ici où l'activité économique est arrêtée depuis 2 ans. Accessoirement, les conducteurs de tuk-tuk, les petits véhicules taxis en profitent aussi. Car dans une ville sans eau et sans électricité, il faut se déplacer avec un générateur. Dieu merci, j'ai rencontré Ibrahim Al-Ralil et maintenant nous travaillons ensemble. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait une mission dans le quartier de Riyad, une maison à sécuriser pour ses propriétaires. Je suis parti avec lui tout de suite. Dès qu'il y a un boulot, il m'appelle et Dieu merci, nous gagnons notre vie et celle de nos familles grâce à ça. La frénésie de pillage des milices FSR n'a pas touché que les maisons particulières. Les boutiques aussi ont été systématiquement dévalisées. Le travail de Sami Joubara est de les fermer pour leurs propriétaires. Honnêtement, nous soudons très bien. Mais c'est incroyable comment ces gens sont rentrés dans les boutiques. Ils ont même défoncé des portes avec des Land Cruiser ou des camions. Ils ont tout emporté, même des serrures en zinc. Dans la capitale soudanaise, le retour à la normalité reste très fragile. La ville est toujours sous la menace de missiles envoyés par les FSR. On estime que 3,5 millions de personnes ont fui depuis le début des hostilités. Le 4 avril, en périphérie de la ville de Goma, aux environs de 20h30, une dizaine de villageois assassinés par des bandits armés. Le drame se déroule sous les yeux d'Olivier, le chef de cette avenue reculée. Vous voyez, donc il y a 2 impacts de balles partout ici, comme vous le voyez très bien. Même ici, tout le monde qui était là est décédé parce qu'il y avait des gens qui étaient au salon ici. Et ils ont quitté ici les salons, ils sont allés jusqu'à l'intérieur, même dans des chambres. Ils sont allés là, à l'intérieur, pour assassiner même le bébé qui s'est caché dans la chambre. On n'avait jamais vécu un massacre pareil. Tout le monde est sous psychose parce qu'on pense qu'ils peuvent revenir à un moment donné. Quand les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le pouvoir à Goma fin janvier, de nombreuses armes ont été abandonnées par l'armée congolaise et leurs alliés, en particulier dans le quartier de ce chef d'avenue. Il y avait beaucoup de positions de FARDC qui étaient aux alentours. Et quand M23 a pris la ville, quand les Ouazalendou ont pris fuite, aussi il y a
le FARDC qui ont pris fuite et il y a des armes qui ont été abandonnées ici et là. Et il y a aussi certains jeunes du milieu qui ont pris des armes qui étaient ramassées d'ici et là et qui tentent de les utiliser abusivement en terrorisant la population. Les quartiers du centre-ville ne sont pas non plus épargnés par l'insécurité. Dans celui de Katindo, proche du lac Kivu, des cambriolages ont lieu tous les soirs. Alors, les habitants s'équipent. Ça fait 10 jours que j'ai installé ça. C'est ça ici, tu vois les trucs que j'ai fait, j'ai installé. Ça juste dans ma chambre là-bas. Il y a des tentatives partout, c'est grave, on ne dort même pas. Nous sommes traumatisés quoi. Donc tu vas chez toi, à partir de 18h-19h, il faut commencer à appeler. Ouvre la porte, j'arrive. Dans l'immensité de la ville, en plus des bandits, sévissent d'autres groupes armés. Les chefs d'avenue sont des cibles de choix, accusés de collaborer avec le M23. Jeudi soir dernier, dans une avenue voisine à celle d'Olivier, l'un de ses homologues et son adjoint ont été assassinés par ces hommes tapis dans l'ombre.